Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là avec vous tous et avec nos deux intervenants. J'en profite pour faire une toute petite page de publicité pour le dernier livre de Jean-Michel Blanquer, La Citadelle, parce que c'est passionnant, c'est vraiment un super livre politique à lire, bourré d'anecdotes. Voilà, bon, j'en dis pas plus. D'ailleurs, ça m'offre une transition pour, juste avant qu'on démarre le débat, mais juste en une minute, peut-être pour un petit commentaire sur la situation politique actuelle et les menaces de renversement du gouvernement, parce que vous avez participé à des gouvernements qui avaient une perspective un peu plus longue probablement que le gouvernement Barnier. Comment vous voyez les choses là aujourd'hui? Je vous remercie. On est juste entre nous, on est off. Donc ça, bien sûr, ça ne sortira pas ça ne sortira pas d'ici. Donc, d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous tous. Et non, vous avez utilisé les mots justes, hein, c'est-à-dire ce qui est très attristant, je crois, pour tout le monde, c'est que nous sommes dans des logiques de court terme. Nous sommes tous obligés, en quelque sorte, d'être dans des logiques de court terme, là où le secret des réussites futures, c'est évidemment de savoir poser des perspectives de long terme, pour l'État comme pour les acteurs privés. Donc le court-termisme est vraiment une catastrophe. Je déplore aussi évidemment l'instabilité ministérielle et tout ce que ça signifie pour les acteurs. Donc si on doit vraiment réfléchir aux éléments du sursaut, c'est vraiment être capable, non pas d'être dans les politiques politiciennes de tous les jours, puisque là en ce moment on a vraiment un sentiment de 4e République, mais d'être capable de dresser un projet collectif dans le domaine économique, social et régalien, qui permettent aux Français de se projeter dans l'avenir. C'est évidemment assez simple de dire ça, plus difficile d'y arriver, mais en ce moment c'est un spectacle qui évidemment me donne de la tristesse plus qu'autre chose, mais je crois que je suis comme tout le monde. D'ailleurs, puisqu'on est sur le sujet de l'attractivité, je fais une deuxième petite parenthèse, mais le groupe que vous représentez, Manpower, est américain d'origine. Je ne sais pas si vous avez des retours des États-Unis sur la situation en France, du siège. Comment est-ce qu'ils voient ça? D'abord, bonjour. J'ai eu le privilège d'être aux États-Unis le 5 novembre. Voilà, donc c'était quand même aussi intéressant. D'abord, nous, le groupe, son premier marché, c'est la France. Même un groupe américain dont le siège est aux États-Unis, coté au New York Stock Exchange, 25% de son chiffre d'affaires, c'est la France. C'est 40% de plus que les US. Donc de toute façon, il faut que la France et l'Europe, et c'est 65% de son chiffre d'affaires en Europe. Donc, quelque part, le succès de l'Europe, c'est aussi le succès du groupe. Donc, on ne va pas revenir aux éléments antédiluviens, mais il y a 40 ans, l'intérim devait être supprimé. Donc, ils en ont vu, la France, ils ont une certaine habitude d'une instabilité. C'est sans doute aussi ce qui fait qu'ils nous aiment bien. Parce qu'on est différents et on réussit à passer au travers de toutes nos difficultés. Donc je pense qu'ils considèrent que les difficultés que nous avons aujourd'hui sont des difficultés passagères et que les opportunités sont souvent devant nous. Alors on va rentrer cette fois dans le vif du sujet, puisqu'on est là pour parler des nouveaux métiers, des défis que pose la période dans laquelle nous sommes, de transition écologique, de transition, d'évolution aussi sur tout un tas de métiers tels que l'informatique, l'IA, etc. Enfin, on voit bien à quel point tout cela perturbe les perspectives, le marché du travail, crée parfois des angoisses aussi sur l'avenir du marché du travail et l'avenir de certains métiers. Comment est-ce que vous abordez ces questions-là d'une manière un peu globale sur cette transition technologique et comment est-ce que vous percevez les choses de la part des salariés qui sont au milieu de ces transformations et qui doivent s'adapter? Alors, pour pouvoir au mieux conseiller nos clients, mais aussi conseiller et coacher nos candidats, que ce soit nos intérimaires ou toutes les personnes avec lesquelles on travaille, on essaie de bien comprendre ce que sont les grandes tendances qui se passent sur notre marché. Et donc il y a deux transitions
majeures qui sont en train de s'opérer, donc une accélération de la transition digitale et la transition donc écologique, et en particulier avec tous les sujets qui sont liés à la décarbonation, et qui viennent se conjuguer avec deux autres éléments. Un qui est un sujet démographique, et donc qui vient quand même perturber de façon assez significative le marché du travail. Je pense qu'on y reviendra dans un moment. Et puis le dernier, c'est des changements sociologiques qui fait qu'aujourd'hui, les attentes des personnes ont bougé, et je reviendrai simplement sur deux, c'est plus large que ça. C'est le besoin de sens dans ce que je fais, et c'est la volonté d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et un des éléments majeurs au travers duquel ça se traduit, c'est le fait que maintenant le télétravail sont devenus un droit. Bon. Alors si on revient maintenant sur la façon dont on aborde ces deux transformations. Alors moi je pense qu'elles sont de nature, et la façon dont on les aborde sont de nature un peu différentes. Si je commence par ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur la transition digitale et sur la mise en œuvre de l'intelligence artificielle, et je crois que ça a été extrêmement bien dit par Olivier Girard, aujourd'hui on a des phases d'adoption. Il évoquait le fait qu'aujourd'hui on considère qu'à 2/3 ça va augmenter ce que les gens vont faire. Donc le sujet, et nous on le vit au travers de la mise en œuvre de nos premiers proof of concept dans l'organisation et les premières mises en œuvre de l'intelligence artificielle, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens adoptent les nouveaux outils qu'on met à leur disposition. Parce qu'en général, ça vient changer leur façon d'opérer. Et en gros, on leur dit, on va mettre à votre disposition des outils qui vont faire des choses mieux que ce que vous faisiez hier. Donc ça vient heurter parfois ce qu'est leur professionnalisme. Je vous prends juste un exemple. Donc nous, nos équipes ont des commandes qui leur arrivent de leurs clients, il faut trouver les bons candidats. Donc c'était historiquement nos équipes qui savaient comprendre comment est-ce qu'il fallait faire le matching. Bien évidemment, elles avaient un certain nombre d'outils pour les aider. On a développé à base d'intelligence artificielle des outils qui leur permettent, donc qui leur disent, ben voilà, prenez les commandes dans ce sens-là, c'est comme ça que vous serez le plus productif. Bon. Et donc il y a, pour certaines parties de nos équipes, une remise en cause, considère que c'est une remise en cause de leur savoir-faire, et que d'ailleurs, peut-être que finalement l'outil est moins bon que ce qu'ils savent faire. Bon, à la fin, quand on regarde ce qu'est la performance, c'est ceux qui suivent ce que leur dit l'outil qui sont beaucoup plus performants que les autres. Mais voilà, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de ce sujet d'adoption. Sur la transition écologique, le sujet parfois est beaucoup plus brutal. Quand on voit ce qui est en train de se passer actuellement sur l'industrie automobile, voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, plein de gens qui considéraient il y a quelque temps que c'était absolument fabuleux que d'aller vers la décarbonation avec du véhicule électrique, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens, il ne faut pas aller les voir pour leur dire que c'est fabuleux le fait qu'ils perdent leur job. Et en plus, et couvrant une zone extrêmement importante, on n'est qu'au début de ce sujet-là. Donc là, le vrai point, c'est comment est-ce qu'on crée les nouvelles compétences dont on a besoin sur un certain nombre de métiers, mais tout autant au sens de ce que l'on doit faire pour les gens, mais qui ensuite va être un élément absolument fondamental de l'acceptation sociale, et qui ensuite derrière pourrait avoir une acceptation politique, c'est comment est-ce qu'on va être capable de traiter le cas de ces dizaines, vraisemblablement centaines de milliers de personnes en Europe qui vont perdre leur job parce qu'on a pris une décision qui était sûrement la bonne, qui est cadencée par le politique, qui définit un agenda, une technologie à mettre en œuvre, et ça a été évoqué d'ailleurs par Christophe Castaner, et qui nécessite des investissements absolument colossaux, et sur laquelle d'ailleurs, donc, qui est en dehors quelque part d'une économie de marché, alors que quelque part l'intelligence artificielle aujourd'hui est sur des économies, sur des sujets d'économie de marché. Donc voilà, donc des enjeux humains absolument colossaux sur l'adoption, la bonne utilisation de ces technologies, création des compétences, et surtout c'est l'accompagnement d'un certain nombre de personnes qui vont se retrouver dans des situations complexes. Et je pense qu'il faut qu'on s'y prépare, et on est juste au début. Ça pose d'ailleurs, mais
On va pas passer tout le débat là-dessus, mais enfin, ça pose quand même la question de l'évaluation. Hein, quand ces choix technologiques ont été faits, ces choix stratégiques ont été faits sur la voiture électrique, effectivement, on s'est peut-être pas suffisamment posé la question de l'impact sur les métiers, sur l'emploi, etc. On était plus focalisé sur il faut électrifier le parc plutôt que sur le... Relisez l'interview de Carlos Tavares chez vos confrères du Figaro il y a 3 ans. Il y a tout. Jean-Michel Blanquer, maintenant que vous n'êtes plus ministre, on peut peut-être... il y avait une question que j'avais envie de vous poser en préalable, c'est est-ce que ces enjeux de transition, et notamment ces enjeux sur la technologie, sont vraiment intégrés par le corps enseignant au niveau des collèges et des lycées on retrouve vous avez toujours... peut-être une liberté de parole plus forte qu'avant là-dessus, mais... On retrouve toujours la question du temps long et du temps court sur ces questions, puisque parfois il faut manœuvrer comme un hors-bord avec un paquebot. Et ce, quel que soit le système éducatif, ça n'a pas trait spécialement au cas français. Je vous donne un exemple. Il y a encore 3 ans ou 4 ans, même 2 ans, ce qui était très à la mode, c'était de dire, et je le disais aussi, je ne le disais pas à 100%, je le disais partiellement, mais c'était d'apprendre à coder aux enfants à l'école primaire. Et maintenant que l'intelligence artificielle se répand, on dit finalement le codage n'est plus la compétence fondamentale. Or, alors évidemment, on peut dire quand même que c'est intéressant de savoir coder pour avoir une maîtrise de ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Néanmoins, on voit bien que le sujet s'est complexifié. Or, planifier le fait que tous les enfants sachent coder à l'école primaire, c'est évidemment quelque chose qui s'étale sur plusieurs années. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonne solution à cette question. Ça veut dire qu'il faut avoir toujours une réflexion dans la durée qui permette d'outiller les enfants et les adolescents avec des capacités d'adaptation ultérieures à partir des compétences qu'on leur donne. Concrètement, ça veut dire que déjà la discipline informatique, on l'a fait entrer dans le système scolaire. D'ailleurs, c'est passé relativement inaperçu alors que ça fait partie des petites révolutions qui ont eu lieu. Aujourd'hui, numérique et sciences informatiques, c'est une discipline du lycée qu'on peut choisir comme enseignement de spécialité. Ça n'existait pas auparavant. Et ça signifie que là, on a un système modulaire qui peut s'adapter aux réalités. Autrement dit, les professeurs de cette discipline ont la possibilité d'avoir des formations continues. Aujourd'hui, par exemple, la question de la cybersécurité ou la question de l'intelligence artificielle, qui sont 2 grands domaines énormes, on n'en disait pas la même chose au moment où on a créé ce module en 2018 et qui est devenu opérationnel en 2020. Mais tant mieux, c'est pas grave. Aujourd'hui, on peut tout à fait, parce que c'est modulaire, avoir une adaptation. Donc on a créé quand même, pour le lycée, quelque chose. Et puis votre question, elle renvoie aussi au parcours général de l'élève et donc à la présence du numérique dans le parcours général et donc à la formation des professeurs sur ce point. Il est évident qu'on est à la veille d'une nouvelle révolution avec l'impact de l'intelligence artificielle. Mais sur ce sujet aussi, à mes yeux, ce qui est clé, c'est le duo être humain-machine, avec l'être humain, si possible, en surplomb par rapport à la machine. Autrement dit, le professeur peut être augmenté par l'intelligence artificielle et non pas remplacé par l'intelligence artificielle. Je dirais même plus, plus on rentre dans ce monde technologique, plus on a besoin de l'humain, et plus le professeur, d'ailleurs, va devenir un personnage central. Une des illustrations fortes qu'on a eues de ça, c'est la crise sanitaire. L'enseignement à distance a été parfois bien fait, parfois mal fait, mais même quand il était très bien fait, il ne se substitue pas à ce qui se passe dans la salle de classe. Donc on peut avoir une vision, enfin une ligne de crête relativement optimiste à la fois sur la capacité d'adaptation et sur le duo homme-machine dans la salle de classe. Et bien entendu, alors on peut... un sous-entendu de la question, c'était voilà, l'éducation nationale est toujours un peu lente à s'adapter. Mais si vous regardez où elle en est là par rapport à là où elle en était il y a 10 ans ou il y a 20 ans, en réalité, beaucoup de pratiques numériques ont été intégrées. Et parfois, on en fait même le reproche à l'éducation nationale, puisqu'on dit qu'elle contribue à l'addiction aux écrans, à des problématiques de ce genre. Donc rien n'est simple en ces matières, mais je trouve qu'il y a une ligne de crête et une ligne d'équilibre dont la voie est à peu près tracée et qui, évidemment, peut encore largement s'améliorer.
La question peut-être, c'est d'essayer de voir comment on peut faire en sorte que les professeurs ne soient pas en retard par rapport aux demandes de formation qui elles-mêmes évoluent parfois à toute vitesse. J'ai un exemple, là, il s'agit de l'université, mais j'ai un exemple très direct en tête d'un étudiant en biologie, en première année de biologie à la Sorbonne, qui me disait la semaine dernière qu'ils ont un module obligatoire pour l'apprentissage de traitement de texte. Ils savent tous s'en servir, donc ils ne voient absolument pas l'intérêt du truc, mais néanmoins on les oblige à suivre cette formation. Donc, parfois, il y a quand même un retard. C'est l'université, hein, quand même. Ça, c'est l'université, oui, c'est pas votre domaine. Mais oui, non, bien sûr, il y a des éléments de retard. Le sentiment parfois d'une course un petit peu pour s'adapter aux nécessités qui changent. Indubitablement, mais cette course, elle existe dans toutes les structures que vous connaissez, privées, publiques, petites, grandes. Il y a de toute façon un effet de course derrière les innovations technologiques que je pense tout le monde a bien en tête. Donc l'enjeu, il est plutôt d'avoir un socle solide de compétences à partir duquel on fait un certain nombre d'adaptations. Le professeur d'histoire-géographie de collège, on ne lui demande pas d'être à la pointe du bon fonctionnement de ChatGPT. En revanche, il est évident qu'un usage convenable de l'intelligence artificielle va devenir indispensable pour chacun d'entre eux. Donc on peut ne pas chercher à courir derrière la technologie parce que c'est vain. Ensuite, on peut faire confiance aux individus, c'est 850 000 professeurs qui ont le sens de l'adaptation. Parmi les petites révolutions silencieuses, il y a un opérateur de l'État qui s'appelle Canopé, qui s'appelait autrefois le CNFPT, sapristi, bref, peu importe, c'est un vieux sigle qui n'existe plus. Canopé, qui est à Poitiers, le CNDP, c'était le Centre national de la documentation pédagogique, que sans doute vous avez connu. Désormais, ça s'appelle Canopé, et en 3 ans, on l'a transformé en un opérateur de formation en ligne de tous les professeurs de France. Tout professeur de France, aujourd'hui, peut se former en ligne par Canopé. C'était pas vrai il y a 4 ans. Donc c'est quand même des choses qui changent et qui font que, malgré tout, a fortiori avec les nouvelles générations, on a des professeurs qui sont assez adaptés aux évolutions technologiques. Je ne suis pas en train de dire que tout va très bien, hein, mais je veux dire, c'est juste, il ne faut pas s'imaginer que le système est complètement en retrait par rapport à ces évolutions. Il a au contraire montré une certaine souplesse ces derniers temps. Du côté des employeurs, Alain Miac, comment évolue depuis le Covid, enfin depuis, disons, 2, 3, 4 ans, la demande de formation de la part de ces employeurs en France en particulier? Donc, je crois que dès le XVIe siècle, on disait qu'il valait mieux avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Bon. Donc, il y a un premier sujet, c'est l'importance que l'on accorde à ce qu'on considère comme étant les soft skills et la capacité d'adaptation des gens. Parce que tout ce qu'on est en train d'évoquer va faire qu'il va y avoir une accélération des mutations des compétences. Donc si vous avez donc des personnels, ce qui vous intéresse, et en particulier, y compris au moment où vous les recrutez, c'est quelles vont être leurs capacités d'adaptation dans le futur. Bien sûr, leurs compétences d'aujourd'hui sont importantes, mais c'est comment est-ce qu'ils s'adaptent. Donc ça, c'est quand même un des points majeurs des évolutions que l'on a vécues à ces moments-là. Bon, ceci étant, et la deuxième chose que les employeurs ont dû faire, c'est surtout à s'adapter à un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on est passé, aujourd'hui, très majoritairement dans un marché de candidats. C'est le candidat qui a la main. Voire, c'est le salarié. Et donc, moi, ce qui me marque, c'est aussi beaucoup d'entreprises qui, par rapport justement à ces nouvelles attentes des salariés, ont dû adapter leur mode opératoire, leur mode de management, ce sujet du sens, de faire en sorte que les gens aient du sens dans ce qu'ils font, et donc cet équilibre vie professionnelle, vie privée. J'évoquais le sujet le plus marquant qu'est le télétravail, mais pas seulement. Et là encore, ce sont des tendances qui étaient déjà à l'œuvre pré-Covid, surtout sur des gens très éduqués, plutôt très jeunes. Et puis après, ça a évolué.
et y compris sur des opérateurs dans l'industrie, dans la logistique. Si aujourd'hui ils ont le sentiment justement qu'en termes de management, vous les écoutez pas, voire vous les traitez mal, ils s'en vont. Et c'est sans doute quelque chose qui est devenu absolument majeur. Donc, et sur un marché de l'emploi, et c'est vrai en France, mais c'est vrai d'ailleurs dans la très grande majorité des pays dits industrialisés, ou en tout cas la majorité d'ailleurs des pays, c'est qu'aujourd'hui vous avez des taux de chômage historiquement bas. Donc ce qui fait que d'ailleurs, y compris lorsque vous avez des mutations en termes de compétences, ben vous dites, on pouvait être peut-être il y a une décennie ou deux se dire, ben, c'est pas grave, j'ai pas besoin des mêmes compétences, et ben je me sépare d'un certain nombre de compétences et je vais aller en chercher d'autres. Bon. Mais il y a deux phénomènes qui sont en œuvre. Le premier, c'est que les compétences évoluent. Ben, si vous êtes dans ces stratégies-là, ben, vous faites que des entrées et des sorties. Puis deuxième sujet, c'est que vous dites, ben, j'ai peut-être pas les compétences, mais sur un certain nombre de sujets, elles n'existent pas sur le marché. Donc, ça pousse à devoir donc former. Et qui dit former, dit anticiper. Parce que la formation, c'est pas du jour au lendemain. Vous dites, ben, un tel, je vais le former. Voilà, en plus, il y a souvent des effets de domino à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire, si vous formez quelqu'un sur un nouveau métier, il va falloir le remplacer lui-même. Voilà, donc ça nécessite une gestion des compétences beaucoup plus pointue. Et moi, je pense que tout ce qui est en train d'ailleurs de se passer va conduire à cette gestion de compétences de plus en plus pointue. Alors peut-être qu'on va passer par un moment où on va peut-être y avoir un peu plus de candidats sur le marché parce qu'on va peut-être avoir une légère augmentation du chômage. Mais encore une fois, la démographie telle qu'elle est fait que de toute façon, on va manquer structurellement de main-d'œuvre. Et donc le sujet, c'est comment est-ce que la main-d'œuvre qui est déjà en place, on fait en sorte de l'adapter au monde tel qu'il est en train d'évoluer et comment on va aussi chercher ceux qui ne sont pas en emploi aujourd'hui et comment est-ce qu'on les met dans le marché du travail. Et puis avec un sujet qu'on a déjà évoqué, je crois, depuis ce matin, et puis comment est-ce qu'en particulier on garde les seniors en emploi ou comment est-ce que d'ailleurs on remet à l'emploi un certain nombre de seniors qui l'ont perdu. Dans les études qu'on peut lire sur l'attractivité de la France, notamment auprès d'investisseurs étrangers, il y a un argument qui est souvent mis en avant, c'est la qualité de la main-d'œuvre, la qualité de la formation en France. Je voudrais savoir si ça, c'est toujours un atout aussi fort, si ça progresse, si en revanche on perd des places. Enfin, comment est-ce que vous percevez les choses de ce point de vue-là? Par exemple, on voyait l'autre jour une étude qui montrait qu'il y a une baisse du niveau en maths. Donc, est-ce que c'est toujours un atout pour nous, un atout français, ou est-ce qu'il s'effrite? Je pense que ça l'est peut-être un peu moins qu'avant. Aujourd'hui, quand moi je discute avec un certain nombre de grands clients internationaux et sur la zone que je couvre, c'est plus la disponibilité, la disponibilité tout autant que la qualité. Et d'ailleurs, les entreprises, je pense que sont dans des démarches où elles investissent beaucoup plus d'elles-mêmes sur les compétences, encore une fois, dans un monde qui bouge beaucoup. Et donc, voilà, et ensuite, avec le sujet, c'est et comment est-ce que je vais être capable, quels sont d'ailleurs, y compris sur un territoire comme la France, quels sont les territoires sur lesquels il va falloir que je me positionne pour que je sois capable d'avoir les compétences dont j'ai besoin. Parce que vous avez certains territoires où vous pouvez trouver les compétences dont vous avez besoin et d'autres où vous n'allez pas être capable de pouvoir le trouver. Donc je dirais quelque part, c'est devenu plus un couple entre la qualité de la main-d'œuvre, mais ces qualités de la main-d'œuvre, je pense que la France est toujours considérée, et en particulier pour sa main-d'œuvre très qualifiée, comme étant parmi les meilleurs. Et puis on l'évoquait tout à l'heure, là, et puis en gros, voilà, quand je discute avec mes collègues américains, ils disent voilà, vous savez bien gérer les trucs compliqués. Voilà, donc il n'y a pas meilleur que vous. Mais simplement, ce qu'on ne veut pas, c'est que vos trucs compliqués, vous les fassiez faire à d'autres, parce qu'ils ne savent pas faire. Voilà, donc, mais vraiment, vous êtes super bons. Hein, ce qu'on appelle en particulier les French Engineers. Alors là, vraiment, donc on a évoqué tout à l'heure le travail sous contrainte. Voilà, donc je crois que ça reste extrêmement fort. Mais les entreprises sont aussi, en particulier étrangères, sont très sensibles à
est-ce que je suis capable de trouver la compétence? Parce que peut-être que le pays a des gens très compétents, mais est-ce que je vais être capable de les trouver? Est-ce que d'ailleurs il ne va pas y avoir suffisamment de tension? Et puis après, une fois que je dois recruter et former, est-ce qu'on ne va pas venir me les piquer? Donc c'est un sujet quand même très sensible et qui a évolué. Je vois, y compris, moi, j'ai les pays d'Europe centrale considéraient il y a 10 ans que c'était une source quasiment illimitée de compétences. On fait venir des Philippins en République tchèque. Ouais. 2% de chômage. Alors parmi les trucs compliqués, il y a évidemment la transition écologique. On dit parfois que ce sera une source d'emploi importante. On peut aussi avoir des doutes là-dessus. Mais vous, Jean-Michel Blanquer, vous travaillez sur la formation des gens, sur la formation à cette transition dans vos nouvelles activités, je crois. Oui, vous faites référence au projet Terra Academia, donc on mène avec une coalition d'entreprises dont Manpower fait partie d'ailleurs. Il y a aussi Veolia, il y a Dassault Systèmes, EDF, Leroy Merlin, le groupe ADO, donc, et puis surtout le tissu des PME localement, puisque la clé de ce projet, c'est d'installer dans chaque région de France un campus par région. Donc un campus par région, ça signifie une quinzaine de campus d'ici à la fin de la décennie 2030. Il est calculé qu'il va y avoir plus de 400 000 emplois créés par la transformation écologique, 150 000 destructions, 400 000 créations, et même sans doute un peu plus que 400 000. Et le projet se fixe de contribuer pour 60 000 dans cette formation des nouveaux emplois d'ici à 2030. Donc l'idée est vraiment d'être au plus près des réalités de terrain. On a un conseil scientifique qui fait un travail de prospective sur les futurs métiers, les futures compétences liées à la transformation écologique, souvent articulé à la transition numérique aussi. Et nous installons donc dans des villes souvent de taille moyenne, pour avoir une valeur ajoutée encore plus forte, un campus. On a commencé par Arras, on continue avec Touques, à côté de Deauville. On va poursuivre probablement dans les Pays de la Loire, et ainsi de suite jusqu'à 2030 pour avoir ces 15 campus. À chaque fois, c'est un travail de coalition. Coalition d'entreprises, coalition d'institutions académiques, coalition des collectivités locales et coalition du monde associatif, en faisant un diagnostic des enjeux écologiques d'un territoire. Par exemple, quels sont les enjeux énergétiques, quelles sont les passoires thermiques, où on en est en énergie solaire, où est-ce qu'on en est sur chacun des domaines, et quelles sont les compétences existantes sur ce territoire, et quelles sont les compétences qui devraient exister. Par exemple, combien a-t-on de couvreurs sur ce territoire pour faire face aux passoires thermiques? Il y en a 200, il en faudrait 500. Eh bien, avec Manpower et Leroy Merlin, on va en former 300 pour faire face aux transformations. Et on va le faire avec les acteurs académiques locaux, par exemple un centre de formation par l'apprentissage local. Ça peut être une université, ça peut être une école, ça peut être... L'essentiel est d'être très pragmatique, au plus près des besoins constatés localement, et à la fin d'avoir un système en réseau, c'est-à-dire quand on aura les 15 campus, il y aura une sorte de Tour de France des compagnons de la transformation écologique. Chacun aura une thématique particulièrement accentuée, et c'est ainsi que nous avancerons. Alors évidemment, je suis très heureux d'être avec un responsable de Manpower, du groupe, de Manpower Group, comme on dit, je crois, parce que évidemment, c'est typique des compétences qui sont mobilisées pour un projet comme celui-là. Le sous-titre du projet Terra Academia, c'est école et accélérateur de la transformation écologique, parce que l'idée, c'est de contribuer à l'accélération de la transformation écologique sur un territoire donné. Si vous prenez par exemple le sujet de la biodiversité n'est pas un thème fatal, autrement dit, il n'y a pas un inexorable déclin de la biodiversité. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait localement avec les acteurs locaux pour le renouveau de la biodiversité sur un territoire donné? C'est typiquement ce que l'on va faire et qui représente une accélération de la transformation écologique. Je sais qu'il ne reste plus qu'une ou deux minutes, mais on a un gros point noir en France sur notre marché du travail qui nous coûte beaucoup de points de PIB. C'est que par rapport à d'autres pays autour de nous, à partir de, disons, 60 ans, même un petit peu avant, le taux d'emploi chute très vite. Et il est beaucoup plus faible qu'ailleurs, beaucoup plus faible qu'en Europe du Nord, qu'en Allemagne, etc. Et donc là, il y a manifestement pas seulement un problème de formation, mais sans doute aussi un problème de formation. Est-ce que vous traitez ce problème-là? Enfin, comment vous voyez les choses? Alors, on le traite en écosystème. J'ai eu le plaisir de présider
Donc un livre blanc qui a été fait par les entreprises de l'AmCham. Donc je crois que les entreprises se sont appropriées, et il y a eu d'autres livres blancs qui ont été faits par d'autres organismes. Donc je crois que les entreprises se sont appropriées ce sujet qui est un sujet complexe. Bon, ceci étant, on voit toujours un peu tout noir dans ce pays. La bonne nouvelle, c'est que sur les 25 dernières années, on a doublé le taux d'emploi des seniors, des 50-64 ans. Bon, donc, il n'y a pas de fatalité et on voit bien qu'on continue à progresser sur ces sujets. Donc, les entreprises et les individus. On paye encore la décennie 70-80 ou début 90 où la façon de s'ajuster, c'était de faire partir des gens en pré-retraite. Voilà, donc il faut sans doute une génération pour que les gens comprennent que les choses sont différentes. Donc ça passe par, oui, de la formation, ça passe par de l'anticipation. C'est comment, et donc dans nos conseils, c'est les entreprises et les individus, donc peut-être à partir de 45 ans ou 50 ans, c'est de se dire, bon, comment est-ce qu'on va gérer donc la fin de carrière, comment est-ce qu'on va gérer, sur quel type de compétences. Il y a des gens qui ont des métiers pénibles qui ne peuvent plus faire, c'est comment est-ce qu'on les repositionne sur quelque chose, c'est comment est-ce qu'on le fait dans l'entreprise, comment est-ce qu'on peut le faire en dehors de l'entreprise. Comment est-ce qu'on utilise mieux un certain nombre de dispositifs publics, par exemple comme le conseil en évaluation professionnelle, qui permet à tout un chacun d'aller rencontrer des conseillers pour dire, bon, qu'est-ce que je sais faire, un petit bilan de compétences, qu'est-ce que je pourrais faire, j'y arrive pas. Voilà, donc on a un des opérateurs sur ce sujet-là. Voilà, donc il faut anticiper, il faut que tout le monde ait conscience qu'il faut qu'il y ait plus de gens qui travaillent, que les gens vont travailler plus longtemps. Mais je crois que vraiment, il y a eu une vraie dynamique, et je crois que cette dynamique, moi je suis très confiant sur la capacité à ce qu'on accompagne, en particulier le fait que les gens vont devoir travailler plus longtemps. Oui, non, juste une réaction par rapport à ça, et d'abord pour souscrire complètement. Et pour dire que puisque notre thème c'est attractivité et talent, notre attractivité, je la vois quand même sur deux dimensions. Une qui est très pragmatique, c'est-à-dire être au plus près de ce qu'on voit comme évolution, et la France est loin d'être la plus mauvaise en la matière, et c'est ce que vous avez dit sur les French Engineers tout à l'heure, mais on pourrait le dire dans plein de domaines, c'est-à-dire il y a un savoir-faire, il y a une capacité française d'adaptation qui est beaucoup plus forte que ce qu'on dit, et puis il y a le discours que nous tenons sur nous-mêmes. Et là, par rapport à ce que vous avez dit juste avant, je ne peux pas m'empêcher de dire qu'il faut arrêter l'auto-French bashing. C'est-à-dire, par exemple, je manque de temps, mais lisez le livre. Ça fait 2 ans que vous tous, et moi compris, subissons une campagne de fake news sur la question du niveau de maths et de scientifique et de sciences à cause de la réforme du baccalauréat. J'imagine que la plupart d'entre vous, imprégnés par ce que vous entendez à la radio et à la télé, vous pensez que c'est catastrophique, la réforme du lycée a abouti à une baisse du niveau de maths et de sciences. Alors, je vais être très résumé, il n'y a jamais eu autant d'élèves en prépa scientifique que cette année, dans toute l'histoire de France, qu'au moment où je vous parle. Il n'y a jamais eu autant de filles qui sont dans l'enseignement supérieur scientifique qu'au moment où je vous parle. Et cette courbe n'a cessé de croître depuis 3-4 ans. Donc, mais si des Français vont à l'étranger, ils vont sûrement dire, en toute bonne foi d'ailleurs, notre pays ça va pas, tout simplement parce que vous avez eu des campagnes pour dire quelque chose de faux sur le sujet. Les élèves dont je suis en train de parler, qui sont nombreux en prépa scientifique en ce moment, ils ont fait plus d'heures de maths avec des programmes plus approfondis depuis la réforme du lycée. Alors, pardon, c'était ma minute de rétablissement, mais c'est tellement typique, parce que c'est pas un exemple isolé, et je peux faire des débats de 4 heures sur le sujet si on veut. C'est tellement typique de notre capacité à nous autodénigrer, à, lorsqu'il y a une modernisation, faire comme si... à ne donner la parole qu'à ceux qui annoncent des mauvaises nouvelles, même quand elles sont fausses, que c'est très important quand on parle attractivité et talent, de dire attention sur le discours que nous tenons sur nous-mêmes. Bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas du tout en ce moment, mais soyons quand même fiers d'un certain nombre d'atouts. Et je crois que le premier de nos atouts, c'est les compétences, et les compétences des plus techniques aux plus stratégiques. Et on est encore un pays très fort sous cet angle-là, et insistons aussi sur nos forces. C'est vrai qu'on est très fort pour s'auto-dénigrer. Merci beaucoup. Merci pour ce bref débat. Merci.